Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo de la série Notions de linguistique fonctionnelle cognitive. Aujourd'hui, on va aborder des notions plus centrales, plus génériques que celles des deux vidéos précédentes qui étaient dédiées aux constructions et aux frames. Donc ce sont des notions aujourd'hui qui sont centrales et qui nous permettront ensuite de travailler plus spécifiquement soit des énoncés, soit le discours, un type de discours particulier. Et on va commencer avec l'information, la notion d'information, puisqu'il faut encore une fois le rappeler, la vraie fonction du langage, c'est de transmettre des informations. Le transfert d'informations s'effectue entre un locuteur et un locuté, ou entre un locuteur et un groupe de locutés. Donc on isole de part et d'autre un locuteur et un locuté, avec d'un côté un ensemble source, c'est-à-dire un système cognitif permettant de générer une information, de l'autre côté un ensemble cible qui permet de prendre en charge l'information réceptionnée et de l'analyser pour la comprendre. Comment on fait pour passer du locuteur au locuté? Il nous faut un signal, donc il nous faut encoder le signal entre l'activité électrique neuronale du locuteur et l'activité électrique neuronale du locuté. Donc le signal, ça peut être la voix, ça peut être des signes faits avec les mains, ça peut être une peinture, un emoji, etc. Donc une fois que l'information électrique au niveau du système neuronal est construite, elle est encodée, par exemple la voix. Le signal passe de la bouche du locuteur à l'oreille du locuté, qui va décoder le signal, puis l'analyser pour le comprendre. Le signal supporte l'information. L'information porte sur un objet extérieur au locuteur et au locuté, par exemple le soleil, et le tout fonctionne dans une relation triadique. On a locuteur, objet, locuté. Il faut bien noter que l'objet peut être concret, le soleil, il peut être abstrait, par exemple la joie, ou lorsque l'on parle de philosophie. Ça peut être un élément du locuteur, on peut parler de ses muscles après une sortie en vélo fatigante. On peut parler du locuté si on voit par exemple qu'il n'est pas très heureux. Voilà. Le but du jeu, c'est d'isoler un élément référentiel sémantique partagé par le locuteur et le locuté. Et l'information porte sur cet objet. Il nous faut donc décrire maintenant un peu plus précisément ce qu'est l'information. L'information, c'est une entité sociolinguistique transférée par le moyen d'un signal entre deux ou plusieurs individus afin de partager du sens. C'est ce qu'on vient de voir. En disant cela, on n'est pas beaucoup plus avancé, si ce n'est qu'on sait maintenant que ce qui passe d'un individu à un autre est une information. Mais cette information, elle est en fait une capsule dans laquelle se trouvent différents composants de sens. Donc le sens, qu'est-ce que c'est si on s'attaque à ce gros problème-là? Le sens, c'est une entité multidimensionnelle. Donc on peut avoir des composants lexicaux, des composants discursifs, textuels, pragmatiques, etc. Donc une entité holistique, dynamique, située dans une situation de communication, produite par l'information pour échanger des connaissances à propos ou propres à la dite situation de communication. Donc l'information et le sens sont bien situés dans une situation de communication. Ça remonte à Wittgenstein qui nous disait bien que le sens d'un mot, il émerge que de l'emploi. Donc si on peut utiliser un mot dans une situation, il aura une signification. Si on l'utilise dans une autre situation de communication, il aura une autre signification. C'est bien pratique puisque ça nous évite de retenir des millions de mots pour chaque situation de communication différente qu'un individu peut rencontrer dans sa vie. Le sens permet d'échanger des connaissances. Qu'est-ce qu'une connaissance? On peut dire qu'une connaissance est une structure conceptuelle. Donc là, on remonte encore à un niveau d'abstraction supérieure.
qui est individuelle, parce qu'elle est acquise individu par individu, au fil de l'expérience sociale, dans une expérience de vie en communauté. Il faut bien que l'individu soit entouré d'autres individus pour acquérir des connaissances exploitables. On peut évidemment acquérir des connaissances si on est tout seul sur une île, même si là-dessus on peut encore en discuter, car la cognition humaine est avant tout sociale. Mais dans tous les cas, si on veut pouvoir échanger des connaissances avec d'autres individus humains, il faut avoir une base partagée, et donc il faut avoir plus ou moins les mêmes connaissances issues d'expériences de vie plus ou moins similaires. Ces connaissances sont stockées à plus ou moins long terme en mémoire. Ça veut dire qu'on peut acquérir des connaissances en étant enfant puis les oublier, ou on peut acquérir des connaissances en étant plus âgé puis les oublier, puis éventuellement les réacquérir, ou on peut garder des connaissances tout au long de sa vie. Tout ça, ça dépend de l'emploi et de l'utilisation de ces connaissances au quotidien. Dans tous les cas, les connaissances sont essentielles pour comprendre et interagir dans l'environnement phénoménal de l'individu. C'est-à-dire que si on n'a pas de connaissances, on ne peut pas vivre. On n'est pas capable de comprendre le monde dans lequel on vit. On a dit que la connaissance est une structure conceptuelle. Donc qu'est-ce qu'un concept ? Puisque une connaissance, si on dit structure conceptuelle, on peut imaginer que c'est une molécule de concepts, un ensemble de concepts. Donc un concept est une catégorie, au sens de la psychologie cognitive du terme, une catégorie atomique de connaissances, associée à un nœud d'un vaste réseau où sont stockées les unités sémantiques de base à propos d'un thème, à propos d'un sujet. Exemple, voiture, ça va être un thème, différents concepts, roue, carrosserie, moteur. Moteur devient thème, on peut ensuite avoir d'autres concepts qui sont, je sais pas, les cylindres, le type de moteur, le type d'essence, etc. Donc les conséquences épistémologiques et méthodologiques de ce positionnement théorique sont les suivantes. Le langage, en particulier la langue, est donc un outil générant un signal maîtrisé par un individu qu'un autre individu peut comprendre, qui permet de transmettre des informations à propos d'un sujet. Ça fonctionne beaucoup moins bien si la personne qui essaye de communiquer ne maîtrise pas bien la langue ou le langage dans lequel elle essaie de communiquer. De la même manière, si l'autre ne comprend pas la langue, on va avoir un problème à transmettre des informations. Mais il faut bien noter que le langage est une entité multidimensionnelle, multimodale, et c'est pas parce qu'on ne parle pas la même langue qu'on ne peut pas communiquer. Ça va être possible parce que justement on partage des situations de vie similaires, on partage un contexte, et donc on va pouvoir quand même se comprendre. Mais en disant cela, il nous faut bien avouer que l'analyse linguistique est donc avant tout une analyse du sens, et donc une analyse sémantique. Analyser la forme d'une langue au niveau syntaxique, au niveau morphologique, c'est bien, mais ça ne permet pas d'expliquer le sens. Ça ne permet pas de tirer des généralités sur l'emploi. Donc ce serait comme dire qu'un ballon de foot c'est rond. Bon, c'est très bien, mais ça ne nous en dit pas plus sur l'utilité du ballon. Dans cette dynamique-là, on va pouvoir isoler trois composants principaux, que sont le locuteur, la communication, le langage. Et c'est à partir de là qu'on va pouvoir travailler et échafauder différentes théories et socles théoriques qui nous ont menés jusqu'aux grammaires de construction, aux sémantiques des frames, à l'analyse des discours, etc. Qui ont été présentés dans les vidéos précédentes de cette série dédiée à la linguistique fonctionnelle cognitive. Le premier modèle qu'on va utiliser est celui de Bühler, 1934, et son modèle de l'origo. Il pose dans cet ouvrage que la communication humaine est ancrée dans une triple dimension continue, c'est-à-dire que ces trois dimensions sont toujours là, elles sont juste dynamiques et elles
elles évoluent en fait avec la communication elle-même. Donc 3 dimensions, je le disais. Une dimension liée à l'individu, est-ce qu'on parle de moi, est-ce qu'on parle de toi, est-ce qu'on parle de nous? Une dimension temporelle, est-ce qu'on parle d'aujourd'hui, de demain, d'hier? Et une dimension géographique, ici ou là. Ces 3 dimensions, on les appelle également des deictiques. Cette sémantique de Buller est une sémantique holistique qui prend en compte le contexte et le positionnement communicationnel et situationnel des individus lorsqu'ils échangent les uns avec les autres. C'est une sémantique référentielle, puisqu'elle renvoie à un objet du monde. Et c'est précisément cette référentialité, donc individuelle, temporelle, géographique, qui permet à un locuteur de comprendre un autre locuteur. Prenons un exemple. Si l'on dit on est dans la rue, on voit une personne qui va traverser et en même temps on voit une voiture qui arrive à toute allure et qui n'est pas prête de s'arrêter. Alors on va crier attention. Dans ce contexte-là, la personne qui est prête à traverser entend, donc décode le signal, lui donne du sens, et précisément elle va lui donner un sens lexique, individuel, temporel, géographique, et va comprendre que ça la concerne, et 2, ça la concerne à ce moment-là précisément, là où elle est. Et donc elle va certainement regarder à droite à gauche pour isoler l'élément qui requiert son attention, la voiture, et va prendre une action qui permette d'éviter un accident, ou en tout cas qui permette de ne plus avoir à faire attention à cet objet. Donc la référentialité de l'énoncé permet d'isoler dans le monde complexe dans lequel on vit les éléments qui soutiennent la référentialité de l'information et de l'échange linguistique entre individus. Si on pousse encore un petit peu plus loin cette notion de référentialité, on arrive à la philosophie phénoménologique, en particulier à la perspective de Merleau-Ponty 1945, qui est une perspective située de la perception individuelle et cognitive. Merleau-Ponty nous dit qu'un objet, par exemple un arbre, il n'est pas seul, il n'est pas désindexé de tout. L'arbre est pris dans son monde, dans son environnement. Il en va de même pour l'humain. Un individu, il naît dans une communauté, dans une région géographique à un moment donné. Et on ne peut pas s'abstraire de cela. C'est-à-dire que si on est en France, on va être, pour employer un terme peu approprié, conditionné par la culture française. Et on comprendra le monde d'une certaine manière, puisqu'on aura vécu des situations de communication, de vie propres à la France, qu'une personne qui vit en Amazonie ou dans le désert du Sahara ne vivra pas, et qui donc n'influenceront pas, ces situations de communication n'influenceront pas sa façon de percevoir le monde. D'autres situations le feront, et donc un individu français, un individu africain, n'ayant pas vécu les mêmes situations expérientielles, n'étant pas au contact des mêmes problématiques expérientielles, ne voit pas le monde de la même manière. Donc il faut bien avoir ça en tête lorsqu'on fait une analyse sémantique, puisque lorsque une personne fait une analyse linguistique, on peut imaginer qu'il ou elle est linguiste, voit donc le monde d'une certaine manière, et la personne qui est sous analyse, elle, n'est pas forcément linguiste, et ne voit donc pas le monde de la même manière. De manière similaire, si on fait une comparaison contrastive entre deux groupes d'individus ou entre deux nationalités, il faut avoir en tête que certains phénomènes linguistiques ne sont pas le fait du système de langue à proprement parler, mais simplement le fait d'une culture différente et d'une nécessité
communicationnelles différentes. La cognition est donc fortement ancrée dans le réel et dans la communication. On acquiert, on utilise des signes linguistiques, des structures linguistiques, parce qu'on en a besoin pour communiquer. Si on n'en a pas besoin, on ne les retiendra pas. La construction phénoménale de la cognition permet donc à l'individu d'interagir et de comprendre son environnement. On revient au début à ce que l'on disait. Si maintenant on continue de pousser cette logique phénoménologique, on aboutit au modèle de George Lakoff et Mark Johnson 1980, donc avec les métaphores conceptuelles, Lakoff-Johnson 99 sur la philosophie incarnée, avec donc la reconnaissance de l'incarnation au sens d'embodiment de la cognition et de l'ensemble de la structure culturelle ou cognitive des individus d'une communauté. Ce que nous disent Lakoff et Johnson, c'est qu'un individu dispose d'un système cognitif, d'un corps. On ne peut pas dissocier la cognition du corps. On ne peut pas dissocier l'esprit du corps. Il n'existe pas, comme disait Kant, d'une morale ou d'un système extérieur à l'individu. Tout est dans l'individu. Cet individu est pris dans un environnement concret, dans une culture, dans une communauté d'autres individus. Et ce sont ces ensembles d'éléments extrêmement abstraits qui construisent la cognition d'un individu. À partir de routines, c'est-à-dire de structures récurrentes particulièrement complexes, dont les individus n'ont pas connaissance. On n'a pas connaissance de notre culture tant qu'on n'est pas confronté à la culture d'un autre. Et ce sont ces ensembles d'éléments qui structurent la cognition humaine. Sans ces éléments-là, pas d'individu. Ça, on s'en rend compte à la lecture d'ouvrages en psychologie cognitive dédiés à l'ontogénie et à la phylogénétique, par exemple chez Michael Tomasello. Donc, si on récapitule, on a une information qui circule entre des individus au moyen d'un signal. Cette information, elle transfère du sens par l'activation de concepts chez les individus. Comment est-ce qu'on sait qu'une information porte sur un objet, ou comment est-ce qu'on arrive à décoder l'information? On peut le faire par la référentialité de la communication humaine, parce que précisément, les individus disposent d'un système cognitif branché sur le réel, et sont donc capables d'isoler les éléments intéressants et intéressés par l'échange de l'information. Si l'on poursuit notre exploration et notre caractérisation de l'information, il nous faut aboutir aux signes linguistiques. Il est à noter que quand on parle de signes linguistiques, on parle évidemment d'une lettre dans un texte, d'une voyelle à l'oral par exemple, mais ça peut fonctionner plus ou moins bien, certes, mais ça peut également fonctionner pour tous les artefacts langagiers. Donc, pour un emoji, ça peut fonctionner. Pour un dessin, ça peut fonctionner. Mais on va rester au niveau de l'écrit ou de l'oral, puisque c'est ce qui nous intéresse ici. Donc Rehertz identifie 4 critères structurant le sens langagier lorsqu'il est transféré par un signe linguistique. Et donc Rehertz nous dit que le sens est une prise de position de l'individu sur son monde phénoménal. Rappelons-nous, quand on dit attention, ce que l'on veut dire, donc le sens sémantique que l'on génère, il est bien fonction de notre situation de communication et du monde dans lequel on vit. Et donc, si on dit ça, le deuxième critère est logique. Le sens est dynamique et adaptatif. Le sens d'un mot évolue dans le temps, dans l'espace, ça c'est à peu près acquis. Et il est adaptatif, donc il s'adapte de situation de communication à situation de communication, d'individu à individu.
dans une certaine, sur un certain continuum de la prototypicité. Le sens est le reflet d'un ensemble de connaissances. Donc on ne peut générer du sens que si on a certaines connaissances, et on ne peut comprendre le sens que si on dispose des mêmes connaissances. Donc, lorsqu'on utilise un mot, une phrase, lorsqu'on écrit un texte, on peut accéder à un instantané de l'état des connaissances d'un individu à un moment donné. Et on peut donc reconstruire, si on prend plusieurs textes similaires, on peut reconstruire un ensemble de connaissances qui est à la disposition des individus qui ont produit ces textes. Ça nous permet ensuite de faire de l'épistémologie, de l'analyse des discours orientés vers des praxis culturelles, etc. Le sens est ancré dans l'emploi et dans une situation de communication. Et donc ça, on l'a vu, c'est tout à fait logique, mais il nous faut bien avoir en esprit, lorsqu'on veut faire l'analyse, on ne peut pas faire une analyse à la volée, il nous faut un corpus, donc un ensemble de documents, de textes qui sont similaires, et on va analyser ce corpus-là comme étant une preuve de la réalité langagière. Donc, si on veut comprendre le sens, il faut analyser des énoncés authentiques, réels, produits dans la vraie vie et pas en laboratoire. Si on généralise maintenant, le signe est le substrat d'un processus socio-cognitif associatif. Donc, un signe est construit à partir de plusieurs atomes de sens, de plusieurs concepts associés, entre les connaissances particulières d'un individu et les contraintes d'une situation de communication. Certaines situations de communication requièrent telle ou telle connaissance, d'autres non. Certaines situations requièrent certaines routines sociales, certains respects de normes, alors que pour d'autres ce n'est pas le cas. Et donc il faut mettre en adéquation les connaissances absolues, les connaissances linguistiques, les connaissances sociales pour créer du sens qui soit compréhensible par le locuté et acceptable par le locuteur. Tout ceci n'est pas nouveau, puisque Saussure, dans son cours de linguistique générale, envisageait déjà le signe comme l'association d'un concept, ici cœur, qui a été acquis individuellement, avec un concept stabilisé individu par individu, associé à une forme conventionnelle répandue dans toute une communauté, résultant d'un processus normatif social. Donc là, cœur, C-O-E-U-R, et la façon dont on le prononce. Et cet ensemble, c'est le signe. Cet ensemble, signifiant signifié, est stabilisé, reconnu par tout le monde. Et il est le résultat d'un développement diachronique, donc au fil du temps, d'une normativité sociale. Certaines personnes ont dit, il y a très longtemps, que le concept cœur allait s'appeler cœur. Donc on l'appelle cœur, tout le monde l'appelle cœur. Et on ne peut pas dire, maintenant ça s'appelle X, parce que les autres individus ne comprendraient pas cette nouvelle norme sociale, puisqu'il y en a déjà une en place, qui est partagée. Or, ceci ressemble fortement à une construction, en ce sens qu'on a bien un sens, un concept, et une forme. Donc le signe linguistique pourrait être la construction minimale d'un ensemble constructionnel pour une communauté donnée. Pour rappel, une construction, c'est donc l'association d'une fonction, donc d'un sens sémantique, d'un sens pragmatique, qui est en réalité un schéma sémantique stabilisé, structuré en un symbole plus ou moins complexe, associé à une forme, c'est-à-dire une structure conventionnelle reposant sur des normes morphosyntaxiques propres à chaque langue. L'ensemble est sédimenté par la praxis langagière et résulte d'une routine conventionnalisée. Et l'usage du signe favorise la routinisation et la sédimentation de la praxis langagière, de telle manière que cœur
et cœur, et ça le restera. Et ce sont ces constructions qui nous permettent de nous comprendre. On identifie la forme, on comprend le sens sémantique, et le sens pragmatique est de toute façon généré à partir du contexte, à partir de la situation de communication. La mise en commun de la fonction et de la forme génère le sens, et donc nous permet d'interagir soit avec l'environnement, soit avec l'autre individu. Pour conclure, il nous faut aborder la notion de réseau. Je reviens juste en arrière. On peut déjà voir que là, il y a une mise en réseau, alors de deux éléments, fonction, forme, mais ça reste bien un micro-réseau. Et lorsque l'on fait une phrase, on met en réseau différents mots qui sont eux-mêmes une mise en réseau de différentes lettres. La nécessité de parler des réseaux résulte de la reconnaissance que le langage est une fonctionnalité cognitive comme les autres. On peut courir, on peut parler. Et donc le langage suit une architecture agrégative multiniveau cognitive tout à fait classique. Donc le langage est basé sur des processus de catégorisation radiale. Donc on isole certains mots. Ces mots-là forment des catégories. Par exemple, cœur. Cœur est une catégorie. Lorsque on pense à cœur, on va avoir au centre de cette catégorie un prototype. C'est la réalisation idéale de l'objet cœur. Et plus on s'éloigne du centre, plus on va voir des réalisations moins prototypiques, donc plus étranges, mais qui restent dans la catégorie. Ces catégories sont généralisées et sont des généralisations déjà, de telle manière qu'on va pouvoir organiser en strates différents degrés d'abstraction. Par exemple, on peut avoir chien, animal de compagnie, animal à quatre pattes, animal, être vivant. Ce sont ces généralisations-là qui nous permettent d'organiser nos connaissances et de disposer d'une structure dynamique au service de la compréhension et de la communication du sens. L'ensemble doit être mis en réseau pour que l'on puisse passer d'une catégorie à l'autre, d'un niveau de généralisation à un autre, d'une partie du réseau à une autre, de façon dynamique, rapide, tout en restant efficace et économique d'un point de vue cognitif. Parce que il faut bien se rappeler que l'humain est un animal comme les autres, et donc sa fonction première est de survivre, la fonction seconde est de favoriser la survie de l'espèce. Donc il faut limiter la dépense d'énergie et donc limiter les processus cognitifs de manière à toujours être en alerte au cas où on aurait besoin de ressources cognitives pour se défendre et survivre. Voilà donc comment on arrive à l'idée de réseau. Un exemple est en dessous de cette diaporama avec une partie infime du réseau mobilisé pour la construction de l'énoncé « Je vais sur Paris » à partir de la construction abstraite transfert qui va se diviser en deux modules, d'abord un verbe pour donner l'idée de transfert, puis, puisqu'on est en français, une préposition particulière qui signifie également le transfert et qui vont au fur et à mesure du développement conceptuel se spécialiser, se spécifier de telle manière à produire, aller plus une donnée modulable qu'on va appeler alpha. De l'autre côté, on va avoir une préposition plus un lieu qui va être introduit encore une fois par une donnée modulable alpha. S'il y a adéquation de alpha, on peut associer les deux entités, et donc c'est comme ça qu'on arrive à créer aller sur.
et puis sur Paris, et enfin aller sur Paris. Je vais sur Paris. Voilà pour les différentes notions clés de la linguistique fonctionnelle cognitive. Ces notions seront réutilisées dans des vidéos suivantes lorsque l'on essaiera de faire des analyses de discours cognitifs, de faire de l'analyse d'énoncés, de faire de l'analyse textuelle. C'est pour ça qu'il faut bien les avoir en tête dès maintenant. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si vous avez des questions, des remarques, n'hésitez pas à les laisser en commentaire ou à m'envoyer un mail. Et à bientôt pour une nouvelle vidéo.